les cyberstories racontées par les femmes. Ce projet vise à mettre en avant des profils féminins en mêlant des témoignages de lauréates des trophées CEF6 et des prises de parole d'experts sur des sujets d'actualité. Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, pour ce premier podcast du CEF6, Cercle Femmes Cybersécurité. Créé en 2016 par la docteure en informatique Madame Nassira Salvan, le Cercle des femmes de la cybersécurité est l'association pionnière sur les sujets d'inclusion dans la filière cybersécurité en France. La cybersécurité a ce quelque chose d'intangible qui fascine souvent, inquiète presque toujours et questionne la capacité des organisations et des individus à se remettre en question. Nous pouvons tous contribuer à lutter contre les stéréotypes, favoriser la mixité et le leadership des femmes dans la cybersécurité en menant des actions concrètes. D'ailleurs, ces femmes que vous allez entendre ne portent pas de suite à capuche, mais elles travaillent dans la cybersécurité. Le lancement du podcast numéro 1 sera donc dédié à une lauréate des trophées européens de la femme cyber organisée par le CEF6. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Iman Daou, gagnante du trophée Cyber Espoir France. Merci Manon. Eh bien, on est ravis de t'accueillir. J'aimerais te demander d'emblée, pourquoi as-tu choisi le domaine de la cybersécurité ? Qu'est-ce qui t'a séduit ? Qu'est-ce qui, dans ton travail, te donne envie de te lever tous les matins ? Alors, tout le plaisir est pour moi, Manon. Et à la question « Pourquoi ai-je choisi le domaine de la cybersécurité ?» je vais répondre peut-être avec amusement, puisque c'est une question qu'on m'a souvent posée et dont la réponse a parfois étonné, puisque je n'ai pas choisi de travailler dans la cybersécurité, mais c'est quelque part la cybersécurité qui s'est présentée à moi. Et je dirais que celles et ceux qui me connaissent savent que j'ai étudié les relations internationales, le droit, les sciences politiques. J'ai même été diplômée du prestigieux Institut supérieur de l'armement et de la défense, où au-delà de nous enseigner l'esprit de défense et l'excellence française en matière de technologie de pointe, ce master nous a enseigné à vendre des armes dans un cadre strictement normé. Alors oui, c'est un domaine aussi particulier que la cyber et, disons, très peu connu du grand public. Et alors, partant de ce postulat, on peut se dire que de prime abord, rien ne me prédestinait à faire de la cybersécurité. J'ai d'ailleurs fait mes débuts chez France 24, puis j'ai commencé à travailler dans le domaine de la sûreté, de la sécurité civile, car j'étais toujours mue par un sens du devoir profond et sincère, celui d'être au service de mes concitoyens et de protéger les intérêts de mon pays. Et puis un beau jour, un ami qui était consultant dans un très grand cabinet international de recrutement m'a appelé pour me dire « Iman, j'ai sous les yeux une fiche de poste et tu es la candidate idéale pour ce poste. » Alors évidemment, ça a suscité mon plus grand intérêt. Je lui ai posé tout un tas de questions et au final, je me suis rendu compte que non seulement j'allais devoir faire de la cyber, mais en plus, dans un des plus grands cabinets au monde, le plus grand Big Four de Deloitte, pour pas le citer. Est-ce que le challenge était de taille ? Oui, vraiment et sincèrement. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai eu la chance de rejoindre une équipe qui était à la fois bienveillante et qui était drivée par l'excellence et qui m'a portée, qui m'a accompagnée, m'a permis de monter en compétence sur ces sujets de cybersécurité jusqu'à obtenir mes certifications, la 27001, la 27005, et BioCRM, etc., etc. Donc, finalement, quelque part, je ne peux pas dire tout à fait que je n'ai pas choisi de travailler dans la cybersécurité, parce que j'aurais pu rester dans le domaine de la sûreté ou de la géopolitique. J'ai fait ce choix-là pour deux choses. D'abord, et c'est ce que je disais en préambule, c'est mon attachement à la chose régalienne. J'ai voulu saisir la chance de participer à l'effort national qui consiste à sécuriser les infrastructures critiques des entités essentielles et des entités importantes de notre pays. Alors, clin d'œil pour les connaisseurs, Nice 2, n'est-ce pas ? Et évidemment, renforcer la posture de résilience
de la France et des institutions européennes de manière générale. Et puis ensuite, travailler dans la tech, c'est extrêmement valorisant car au-delà d'être un domaine à la pointe et de pointe, c'est un domaine créateur de valeur et de richesse. D'ailleurs, ne dit-on pas que la data ou data is the new oil? Donc oui, très créateur de valeur et de richesse. Et ce qui me plaît aujourd'hui, pour répondre à ta deuxième question, ce qui me plaît dans la cybersécurité et qui fait que j'ai envie de me lever tous les matins, c'est vraiment cette dimension multidimensionnelle, presque, si je puis dire, de la cyber, puisque c'est une discipline à l'intersection à la fois de la technologie, de la sociologie, de la psychologie, de la politique, de l'économie. Et ça me permet finalement de jongler entre une pluralité de choses au quotidien. D'ailleurs, et ça, je pense, comme la plupart d'entre nous, on le voit, c'est la plupart des gens qui choisissent de se consacrer à la cybersécurité, d'en faire un métier, sont souvent animés par des motivations qui sont nobles, au cœur desquelles réside un profond sens du devoir envers la société. Donc voilà, c'est cette répétition-là, ce sens du devoir. Et pour ma part, mon engagement, il va bien au-delà d'une simple carrière. Je suis vraiment portée par cette conviction que dans la cyber, tout comme dans le monde physique, la liberté, l'équité et la sécurité sont des droits fondamentaux. Et en embrassant cette profession, eh bien, j'aime à croire que quelque part, évidemment à ma petite échelle et très humblement, je participe à sécuriser notre avenir numérique et à veiller à ce que la technologie reste un outil d'émancipation et non de subjugation. Merci beaucoup, Iman. Très intéressant. Peux-tu expliquer ton métier actuel, en fait, le poste que tu occupes et peut-être le prochain? Est-ce que tu peux partager avec nous une réussite dont tu es fière? Alors, peut-être commencer par cette notion de réussite dont je suis fière. Je suis fière de tout, hein. Mes réussites, elles sont plurielles et surtout, elles ont été menées en équipe. Moi, j'aime bien dire que c'est toujours mieux et plus valorisant de réussir en équipe. Donc, tout au long de ma carrière, tous les postes que j'ai pu occuper, toutes les strates que j'ai pu gravir, eh ben, j'en suis très fière puisque ça fait de moi la personne et la professionnelle que je suis aujourd'hui. Ceci d'une part. D'autre part, pour revenir à ta question initiale, mon métier. Alors, je travaille chez Accenture aujourd'hui. Je suis consultante senior en GRC. La GRC, ça veut dire la gouvernance, risque et conformité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que en faisant de la GRC, je ne m'ennuie pas. Alors, à l'instar de toutes les personnes d'ailleurs qui font de la GRC, puisque ce métier est pluriel, on touche réellement à tout. Et puis, ce qui nous distingue peut-être, c'est d'ailleurs notre curiosité, notre capacité d'être extrêmement à l'écoute de nos clients et à la fois force de proposition, donc avoir une posture de conseil. Alors, aujourd'hui, je vais accompagner des grands groupes dans la définition de leur stratégie de cybersécurité, également dans l'intégration effective de la gestion des risques dans leur stratégie d'entreprise. Je vais les accompagner sur des sujets de mise en conformité, qu'elles soient réglementaires ou normatives. On en a parlé en préambule, NIS 2, mais ça peut également être DORA, le RGPD, l'IA Act, qui fait la une en ce moment, etc. Tout un tas de normes, la 27001 et bien d'autres, des frameworks, je pense au NIST. Donc il y a cet accompagnement, comme je le disais, à la fois réglementaire et normatif pour atteindre une conformité et voilà sur ce sujet-là. Et puis par ailleurs, je vais aussi participer à des audits. Nos clients, ils attendent de nous avant tout que nous renforcions leur posture de résilience cyber tout en maintenant une cohérence et de l'éthique très important dans la politique d'entreprise. Il ne s'agit pas de faire de la sécurité pour faire de la sécurité, il s'agit véritablement de comprendre l'ADN de l'entreprise et de lui proposer des solutions qui vont de pair avec ce qu'il propose, évidemment, tout en étant et en respectant l'état de l'art de la cyber.
Et puis aussi, lorsqu'on fait de la GRC, on doit être bon communicant ou, à minima, savoir fédérer des équipes qui sont, qui peuvent être très éloignées de la discipline de la cybersécurité. Il faut être pédagogue, leur expliquer les sujets, les enjeux et les faire communiquer ensemble pour trouver les moyens d'atteindre les objectifs qu'on se fixe ensemble, encore une fois, tout en respectant le cadre réglementaire. Alors, je peux aussi faire de la gestion de risque des tiers, de la résilience, de la continuité d'activité, de la gestion de risque, participer à des cyber roadshows pour tout ce qui va toucher aux polices d'assurance cyber, etc. Donc, réellement, une pluralité de métiers absolument passionnante et dans laquelle je m'épanouis au quotidien. Alors, par ailleurs, je dispense également des cours à l'université. J'enseigne la cyberstratégie à l'université Paris-Cité. J'ai pu intervenir également à l'IMT de Lille. Et je m'apprête effectivement, comme tu le disais, à occuper des nouvelles fonctions. Alors, je ne vais pas en dire plus, mais oui, je vais tout en continuant à faire ce que je fais aujourd'hui, peut-être prendre du galon et occuper des fonctions un peu plus importantes dans un autre grand cabinet de cyber. On y reviendra sûrement à la fin. Et ce sera avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous faire part des qualités qui t'ont permis de réussir dans ce domaine? Vraiment tes qualités. Oh là là, c'est une question qui n'est pas simple, puisque des qualités, j'en ai plusieurs, comme beaucoup d'entre nous. Mais je dirais d'abord et avant tout, peut-être l'excellence, car j'ai à cœur de délivrer du travail de très grande qualité. C'est important et c'est quelque chose qu'on nous enseigne dans les grands cabinets. Alors certains décrient ces grands cabinets. Pour ma part, je ne suis qu'éloge envers cela, puisque oui, on nous apprend à faire du delivery de très grande qualité pour coller aux standards et de la cyber et de nos clients. Deuxième qualité, je dirais la persévérance. Parce que cela n'a pas toujours été facile. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que oui, ça a été un long fleuve tranquille. Mon entrée en cybersécurité, loin de là. J'ai dû énormément travailler pour monter en compétence sur des sujets qui, de plus et sont en mutation permanente. Je me suis également beaucoup remise en question sur ma façon de travailler, sur la manière dont je peux optimiser mon temps, etc. J'ai également appris à travailler sur mes forces, là où avant, je me disais qu'il fallait que je travaille sur mes faiblesses. En réalité, aujourd'hui, j'ai changé de paradigme. Mes forces, je les connais, je les investis et je les incarne avec conviction. Mes faiblesses, je les identifie. Travailler dessus, oui, mais ce n'est pas ma priorité. Disons que d'autres personnes qui peuvent être peut-être plus techniques, elles savent très bien faire ça, alors je leur laisse le loisir de le faire et moi, je vais me positionner sur des choses que je maîtrise un peu mieux. Et puis enfin, je dirais comme qualité, la ténacité. Je ne lâche rien, je vais toujours au bout de ce que j'entreprends. Quand je me fixe des objectifs, eh bien, je vais tout mettre en œuvre pour y parvenir, quitte à lever la main pour demander de l'aide. Et c'est très important de savoir lever de la main et demander de l'aide. Quelle belle qualité. Merci beaucoup. Je te remercie. Alors, quels sont les défis auxquels tu as dû faire face quand même pendant ton parcours? J'imagine, tu nous as dit que ce n'était pas forcément toujours facile. Oui, absolument, Manon. Des défis, j'en ai eu. Plusieurs, je ne vais pas tous les citer, mais peut-être de m'émanciper des limites que je m'étais moi-même fixées. Et ça, c'est très difficile. D'abord, de pouvoir reconnaître qu'on se fixe des limites, de le constater, et puis d'avoir le courage d'aller au-delà et de se dire, pourquoi pas moi? Moi aussi, je suis capable de faire telle ou telle chose, d'aller, chercher, comme on dit chez nous, des wins, là où, d'emblée, je me disais, c'est peut-être pas pour moi, ou je ne suis pas suffisamment qualifiée pour, etc. Et alors, pour ça, j'ai
j'ai appris à avoir confiance en moi. Ce n'était pas toujours le cas. Encore une fois, j'arrive dans un domaine qui est extrêmement normé et réglementé, avec des personnes à la pointe, très techniques. Et je suis là et je me dis, mon Dieu, mais quelle va être ma plus-value face à ces espèces de mastodontes en face? Et petit à petit, je me rends compte que j'ai de très belles qualités, je sais apporter ma valeur, je sais reconnaître ma valeur et sur tel et tel sujet, je vais être une killeuse et je vais vraiment apporter quelque chose de différenciant et qui va avoir de l'impact. Donc oui, m'émanciper de mes propres limites, ça a été ma grande bataille et j'y suis parvenue. Aujourd'hui, je n'hésite pas à le dire et à le revendiquer et même à appeler d'autres personnes à le faire. C'est très important. Et je dirais peut-être que ce qui a été aussi un média ou qui a permis cette émancipation, c'est marrant, hein, ça pourrait en faire sourire certains. Disons que je me suis révélée à moi-même par et à travers la maternité. Là où certains disent que ça peut être un frein dans les carrières des femmes, moi, j'ai découvert une force inouïe. Je me suis découvert cette force inouïe que d'être maman, que de le devenir. Un leadership aussi qui est apparu, un petit peu comme par enchantement. Alors non, il était là, mais je me suis sentie légitime. Je me suis sentie pleinement maman et aujourd'hui, je me sens pleinement légitime dans mes fonctions et quand il s'agit de manager des équipes aussi. Je te rejoins entièrement et je te comprends également là-dessus. Merci beaucoup, Iman. Je voulais te poser aussi une question importante. Tu inspires pas mal de filles, j'imagine, mais est-ce que toi, tu as eu des femmes qui t'ont inspirée? Est-ce que tu as eu des rôles modèles dans ta vie qui ont impacté un petit peu tes décisions? Ah oui, beaucoup. Et j'ai eu d'ailleurs beaucoup de chance et on y reviendra. Alors, ça pourrait étonner, mais moi, je suis une très grande admiratrice des femmes de droit ou des femmes qui travaillent dans le droit, qui font du droit. J'aimerais peut-être citer Ruth Bader Ginsburg, qui a été la deuxième femme à siéger à la Cour suprême des États-Unis et dont la notoriété est reconnue à l'échelle internationale, tant ça a été une féministe, une progressiste, vraiment une femme absolument remarquable. Je citerai aussi Madame Rachida Dati, qui tour à tour a été magistrat, garde des Sceaux et aujourd'hui encore ministre de la Culture. Ces deux femmes vraiment incarnent un charisme et ont su avoir de l'impact dans des domaines réputés masculins et traditionnellement masculins jusqu'à très peu. Et en réalité, pourquoi j'ai de l'admiration pour ces deux femmes-là? Parce que je suis moi-même fille d'une très grande femme. J'en profite pour le dire avec beaucoup de fierté. J'ai la chance d'avoir une maman qui aussi a occupé de très grandes fonctions dans la Cour suprême ou à la Cour suprême de Rabat, qui aujourd'hui est devenue la Cour de cassation, très grande magistrate de carrière, dont la jurisprudence est encore enseignée aujourd'hui. Également, alors lorsqu'elle a décidé d'aller à la retraite, a continué son combat pour l'égalité. Et est aujourd'hui avocat et arbitre international. Quand on a une maman comme ça, je pense que c'est beaucoup plus facile de puiser sa force et de rêver en grand. Merci. C'est sûr, c'est une grande chance. Est-ce que tu pourrais nous indiquer ta meilleure astuce pour rester efficace? Tu nous as donné quelques bribes tout à l'heure, donc comment tu t'organises dans ton travail? Comment tu arrives à être ultra efficace? Alors, l'ultra-efficacité, c'est presque une chimère. Moi, je ne vais pas dire oui, je suis tout le temps ultra efficace. Non, il y a des jours avec, des jours sans, parce qu'avant tout, nous restons des êtres humains. Donc, déjà, peut-être de déconstruire ce fantasme de l'ultra-efficacité. Nous sommes des êtres humains avant tout. En revanche, et ça a vraiment quelque part changé ma perception et ça a eu un véritable impact sur moi et sur ma façon de travailler, c'est le concept, alors c'est un
concept que j'aime nommer de la sorte, qui est le continuum vie privée, vie professionnelle. C'est-à-dire l'idée que ces deux aspects de ma vie ne sont pas des entités séparées, mais des composantes d'un tout cohérent. Donc, encore une fois, il s'agit d'apporter de la cohérence dans ce qu'on fait. Alors, je ne dis pas qu'il faille les mélanger indistinctement ou faire du mélange de genres, mais simplement de les conjuguer avec pertinence et intelligence, où je vais tenter de maîtriser ma vie dans son ensemble. C'est-à-dire, plutôt que de tenter de séparer strictement le professionnel et le personnel, je vais chercher à harmoniser ces deux sphères. Je vais faire du time boxing et me fixer des priorités communes. Mais par ailleurs, la clé pour moi aussi a été de développer une flexibilité mentale et à me déculpabiliser. Alors, c'est vrai que nous, les femmes, on va être sujettes à des injonctions au travail, des injonctions dans la sphère privée, qui vont exiger de nous qu'on soit au top tout le temps et, tu le disais, être dans la surefficacité. J'espère que ça fait sens, mais somme toute, c'est de penser son planning comme un tout cohérent, déculpabiliser, fixer ses objectifs, apprendre à dire non quand il le faut. Merci Iman pour ta réponse. Dis-moi, quel conseil donnerais-tu à la Iman Daou d'il y a 5 ans? C'est une question qui est difficile. Mais peut-être, je lui demanderais de revendiquer son authenticité. Alors, ce n'est pas facile d'être authentique tout le temps. Alors, par authenticité, attention, il est important de définir les termes, c'est-à-dire d'être et de montrer qui nous sommes réellement. Dans la sphère personnelle, évidemment, cela coule de source. Dans la vie professionnelle, ça n'a pas toujours été simple pour moi. D'abord parce que je me suis souvent sentie différente de par peut-être aussi un héritage culturel, des origines qui sont différentes. Moi, j'ai vécu 18 ans au Maroc avant d'arriver en France. Alors évidemment, j'arrive avec un bagage, une culture qui est très différente. Et j'avais peut-être peur, de ne pas être acceptée. Attention, cela ne veut pas dire que je voulais plaire ou que je montrais ce que je n'étais pas, mais plutôt que je n'étais pas pleinement moi à 100%. Et ça, je pense que ça a été... ça rejoint un petit peu le manque de confiance. Maintenant que je suis absolument en harmonie avec qui je suis, je n'hésite pas du tout à laisser ces particularités que j'ai pointer le bout de leur nez avec beaucoup de bienveillance et d'aisance. Alors ceci d'une part. D'autre part, quelque chose de très important, et j'ai eu du mal à en parler de la même manière, de peur d'être stigmatisée au travail, c'est que je suis dyslexique. Et alors, les gens sont très étonnés quand ils savent que je suis dyslexique. Ah bon, Iman, pourtant tu écris très bien, pourtant tu t'exprimes très bien. Et oui, et pourtant, ça a été quelque chose de très lourd à porter, parce que la dyslexie fait que parfois on ne va pas raisonner de la même manière, on ne va pas s'exprimer de la même manière, on ne va pas travailler de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins bien, ça veut dire qu'on va travailler différemment ou même aborder les choses différemment, réfléchir différemment. Alors aujourd'hui, moi je trouve que ça m'apporte de la valeur dans mon travail et ça me permet même de me distinguer à bien des égards. D'ailleurs, je suis extrêmement perfectionniste pour justement faire attention à pas laisser traîner des choses mal écrites, mal argumentées ou autres. Donc oui, je dirais à la Iman d'il y a 5 ans, sois authentique et vraiment, incarne qui tu es. Très bien. Et le meilleur conseil, j'aime bien cette question, le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans ta carrière, lequel est-il ?
Encore une fois, moi, j'ai cette chance d'avoir des parents qui eux-mêmes ont de très grandes carrières, de très belles carrières. Alors, j'ai eu la chance très, très jeune d'avoir des parents qui m'ont poussée à arriver très grand et à me dire vraiment, ma fille, sky is the limit. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux entreprendre tout ce que tu veux. Et alors, en plus, j'avais cette chance d'être soutenue par eux, soutenue mentalement, émotionnellement, mais surtout financièrement. Et ça, c'est une chance qui est inouïe. Donc, j'ai eu ce conseil-là de rêve ta carrière en grand et fais vraiment ce que tu veux. Alors, on m'a aussi dit de croire en moi. C'était pas toujours facile parce que, alors c'est à double tranchant quand nos parents ont de très grandes carrières, nous derrière, on peut se définir par leur réussite et se dire est-ce que je vais réussir à faire autant ? Et ça a été très difficile. C'est pour ça que je dis c'est vraiment un double tranchant. Et il s'agissait pour moi aussi de m'émanciper de tu es la fille d'eux ou tes parents ont fait ça et toi alors. Donc oui, c'est d'avoir confiance en moi et de bâtir petit à petit aussi ma carrière, mes rêves, etc. Et aussi, on m'a dit de ne pas avoir peur de l'échec. Et ça a été important parce que des échecs, j'en ai essuyé plusieurs, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Quand je dis échec, ça ne veut pas dire que j'ai été virée ou quoi que ce soit, mais non, c'est-à-dire je me suis toujours dit j'aurais peut-être pu faire mieux, mais ça a toujours été en réalité l'opportunité d'apprendre et de grandir. Donc l'échec, c'est formidable, c'est très formateur et d'ailleurs, alors ça c'est quelque chose qu'on nous a appris en relations internationales. Un de mes professeurs qui disait à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Tout à fait. Est-ce que, avec tout ce stress, j'imagine que ton travail est très prenant, est-ce que tu t'accordes un petit plaisir hebdomadaire ? Alors, oui, le travail est très prenant. La cybersécurité a quelque chose d'anxiogène, évidemment, et puis l'actualité est telle que on ne peut en faire fi, même dans notre vie quotidienne. Alors, si j'ai un plaisir, alors oui, j'en ai plusieurs. Le premier, évidemment, c'est de me délecter de chaque instant passé avec ma fille. Mais par ailleurs, ce que j'aime bien, c'est écouter des podcasts. Alors, c'est marrant, puisqu'on est en train d'en enregistrer un. Pourquoi ? Parce que ça me permet de découvrir des sujets. Alors, j'en écoute qui soient liés à la tech, à la cyber ou pas. J'écoute beaucoup de podcasts sur le féminisme, sur la sociologie, la psychologie. Alors, ça me permet d'apprendre énormément de choses tout en m'aérant l'esprit. Donc, c'est un des plaisirs que je savoure délicieusement quotidiennement. Eh bien, merci de t'être livrée autant à nous. Je suis ravie, franchement, Imane. Tu es très inspirante. Et je me souviens de cette soirée le 13 décembre 2023, donc lors de la cérémonie des trophées des femmes cyber. J'aimerais te demander quelle a été ta sensation lors de la cérémonie de remise des trophées, lorsque tu as gagné, que tu as remporté ce prix Cyber Espoir France. Qu'est-ce que tu as ressenti à cet instant précis ? Alors d'abord, je voudrais réitérer toute ma gratitude au CF6, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui en train d'enregistrer ce podcast. Merci encore pour cette très belle reconnaissance. Alors, ce que j'ai ressenti, évidemment, beaucoup d'émotions, énormément. Et alors, pour la petite anecdote, c'est une situation qui a été très cocasse. Avant de monter sur scène, j'étais là et j'attendais, puisque j'étais appelée avec les autres nominés à rejoindre la scène. Et une des personnes qui faisait partie du jury m'a interpellée en me disant « Imane, c'est super, de toute manière, que tu gagnes ou pas, c'est pas grave, l'essentiel c'est que t'aies participé ». Et moi, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, ça ne présage rien de bon. Ça veut dire que ce sera pas moi. Alors, évidemment, j'aime gagner, mais c'est pas grave. Le fait d'être nominée, c'est déjà une très belle victoire. Mais je me suis dit, c'est bon, c'est pas moi, c'est dommage, c'est pas grave, mais voilà, on y va quand même, c'est très bien. Et c'est vrai qu'en montant sur cette scène,
eh ben, je me suis déjà vue perdante et je me suis dit, c'est pas grave. J'absorbais déjà cette émotion de dire, j'ai perdu, bon, bah, tant pis. Et puis là, lorsque j'ai entendu mon nom, bah, ça a été une avalanche d'émotions. Je ne comprenais pas, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, j'ai perdu, j'ai gagné, que se passe-t-il? C'était tellement émouvant que j'en ai bafoué, perdu mes mots et oublié le petit discours que j'avais préparé. Mais c'est pas grave, j'en rigole aujourd'hui, mais blague à part, c'était aussi une très belle reconnaissance parce que quand on voit les membres du jury, on se dit c'est tout de même une consécration par des gens extrêmement reconnus dans le milieu et ça me pousse à vouloir encore aller de l'avant et me surpasser aujourd'hui parce que oui, je suis la femme cyberespoir. Ça veut dire que ça fait à peine 5 ans que je travaille en cybersécurité. Donc je débute vraiment, j'embrasse. Alors j'ai fait énormément de choses. Mais ce n'est que le début, hein. Ce n'est que le début et très certainement de très belles choses en perspective. Mais c'est tout ce qu'on te souhaite de toute façon. Et puis là, on voit vraiment que ta carrière prend une toute nouvelle dimension. Est-ce que tu peux partager avec nous ton prochain rêve professionnel, tes ambitions, quelques projets, quelques rêves? C'est une question qui est difficile. Des rêves, évidemment, j'en ai beaucoup. Et je le disais tout à l'heure encore, mes rêves, en plus, je les veux grands et trépidants. Peut-être sans parler de rêves, simplement parler de mes aspirations, évidemment de continuer dans la cybersécurité, de me perfectionner, continuer à apprendre. J'ai aussi cette ambition de porter des projets à l'échelle internationale, que ce soit en Europe ou en Afrique, puisque ce sont la cybersécurité et la place des femmes dans la cybersécurité, c'est un sujet crucial et fondamental. Et oui, j'ai à cœur de continuer cet engagement en faveur de cette inclusivité-là, qu'elle soit côté femme, mais aussi personne neurodivergente, puisque moi-même, je suis une personne dyslexique et dyscalculique. Donc oui, continuer à porter ces sujets. Et ce qui est merveilleux, c'est que grâce au CF6, j'ai eu j'ai gagné en visibilité. Alors avant, j'ai été connue de mes collègues, de mes clients, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis régulièrement sollicitée, invitée. J'ai d'ailleurs été, je fais partie des ambassadrices du Paris Cyber Show LCF6 qui est un partenaire. Que des belles choses, en réalité, le CF6, ça nous propulse en avant et ça donne envie d'aller chercher des victoires encore plus loin. Et pour toutes ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui, quel est le meilleur conseil? Alors, toutes ces femmes qui nous écoutent, oui, mais peut-être celles qui veulent aussi se reconvertir vers la cybersécurité. Quel est le meilleur conseil que tu leur donnerais à ces auditrices qui sont passionnées par la cybersécurité? Est-ce que tu as un petit conseil? Alors, j'en aurais plusieurs et évidemment très humblement et avec beaucoup de bienveillance. Le premier conseil, ce serait de prendre soin de vous. Oui, prenez soin de vous, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, investissez en vous. Vous êtes votre premier atout et vous gagnerez à apprendre, à vous faire certifier, à suivre, par exemple, des MOOC disponibles en ligne. Il y a énormément de contenu et ça, c'est merveilleux. Donc, ne passez pas à côté. Inscrivez-vous à des formations et passez vos certifications. Investissez en vous. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Le second, ce serait de travailler votre réseau et rejoignez des réseaux professionnels, des associations. Moi, je pense au CF6.
C'est à titre d'exemple, le CF6 fait un travail absolument incroyable, puisqu'il va permettre aux femmes de se sentir soutenues. On va avoir du mentorat qui est en place. Ça va faciliter aussi le partage d'expériences et de connaissances via toute une typologie de médias. Je pense aux masterclass, aux webinaires du CF6. Donc oui, n'hésitez pas à travailler votre réseau et intégrer des réseaux costauds, professionnels et associatifs. Ça ne pourra que vous être bénéfique. Et puis un dernier conseil aussi, c'est de travailler vos soft skills. Alors oui, la cyber, c'est un domaine qui est technique, un domaine à la pointe, mais il y a également tout l'aspect gouvernance, gestion de projet, communication et leadership qui jouent un rôle tout aussi important. Alors, travailler sur ça, il ne s'agit pas d'être uniquement un super techos, c'est très bien pour celles qui veulent se circonscrire à ça, mais pour celles qui ont d'autres ambitions ou qui veulent intégrer des grands groupes, puisque moi, je ne connais que ça, les grands cabinets de conseil, eh bien, travailler sur vos soft skills pour vous démarquer dans vos propositions de valeur. Très bien. Très bon conseil. Merci, un grand merci Imane d'avoir accepté de témoigner dans ce premier podcast du CF6. De toute façon, un bel avenir s'offre à toi. Et en tant que rôle modèle, tu inspires déjà de nombreuses femmes. Donc merci beaucoup Imane. Merci à toi Manon, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci. Donc, vous avez écouté la première cyberhistoire racontée par une femme exceptionnelle, Imane Daou. Et retrouvez toutes les informations de l'association CEF6, Cercle Femmes Cybersécurité, sur notre site web cef6.fr, le site officiel des trophées cyberwomanday.com. Rejoignez la communauté engagée du CEF6 en envoyant un mail à contact@cef6.com. Et on se retrouve très vite pour le second podcast. Au revoir.